Bon, bonsoir à tous. Je vous propose donc de démarrer cette soirée. Ce qu'il y a de confortable avec les ingénieurs, c'est qu'ils sont à l'heure. C'est une qualité qui a tendance à se perdre, mais qui est toujours très appréciable et appréciée. Donc merci à tous. Nous allons poursuivre cette journée, cette belle journée, avec ce beau temps, cette météo sympa, par une soirée à la hauteur, car nous avons 4 intervenants de marque, des gens que vous connaissez et ou dont vous allez mieux faire connaissance voilà, au fur et à mesure de ces présentations. Donc, nous avons 1 heure de présentation, ensuite un quart d'heure d'échange avec les représentants des différentes directions de l'INSA que je vais vous présenter, que vous connaissez, que vous voyez. Et puis ensuite, un quart d'heure avec Bruno Marie-Rose, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et que tout le monde connaît. Donc, dans l'ordre... Non, ça va venir, il faut que je me calme un peu, et puis je vais trouver le... Dans l'ordre, donc, Frédéric Fotiadou, directeur de l'INSA de Lyon, Laure Corriga, présidente du directoire d'INSA Valeurs, Alexis Métainier, c'est dans l'ordre des présentations, hein, c'est pas dans l'ordre où vous êtes assis. Alexis Métainier qui s'excuse, il ne pourra pas être des nôtres, mais qui va représenter la Fondation et donc qui vous parlera via une vidéo. Daniel Louis-André, qui est le président des alumni, et Bruno Marie-Rose, directeur technique du COJO Paris 2024. Donc, compte tenu des différents représentants, vous voyez qu'on va avoir une présentation et des débats à la hauteur. Mon cher Frédéric, je te passe la parole, c'est à toi. Merci Gilles. Bonsoir à toutes et tous. Alors, chers et chers diplômés, je suis particulièrement ravi de vous accueillir aujourd'hui sur ce campus. Vous avez dû le trouver changé depuis votre dernier passage à l'INSA, peut-être, pour certains d'entre vous. En tous les cas, les travaux continuent. Je suis particulièrement heureux parce qu'évidemment, nous n'avons pas pu tenir les 2 éditions précédentes en présentiel. Et c'est aujourd'hui, finalement, une façon de renouer avec ces retrouvailles sur le campus. Donc ce campus s'est beaucoup transformé. Je voulais juste en dire un mot, en indiquant aussi que sur la décennie qui s'est écoulée, l'INSA et l'État ont investi plus de 100 millions d'euros, je voudrais juste quand même le rappeler, dans la rénovation de ce campus. Et cette rénovation, je crois que ça résonne fort avec les enjeux du temps, a été faite dans la perspective évidemment des enjeux énergie-climat qui aujourd'hui sont au cœur de l'actualité, dans une logique de choix délibéré de l'établissement pour que ces travaux privilégient des interventions majeures en matière de performance énergétique. Je dois dire qu'il y a 10 ans, mon prédécesseur a poussé ce choix-là, qui n'a pas forcément été compris, et qui aujourd'hui prend toute sa pertinence. Notre ambition, c'est d'économiser la consommation d'énergie à un niveau d'à peu près la moitié, plus de 50% pour les locaux d'enseignement et de 30% pour les locaux résidentiels, ce qui est évidemment très significatif. Je voudrais aussi, si vous avez retrouvé ce campus, souligner que la part des espaces verts progresse et qu'on voit se dessiner cette continuité sur le campus Est-Ouest au travers de ce qu'on appelle l'axe vert de la DOA. Et ça a été aussi particulièrement précieux par rapport à des éléments de l'actualité. On réduit les îlots de chaleur urbains. Il a fait très chaud, évidemment, ici aussi. On a un ambitieux programme de plantation. Et en fait, ce campus est en train de se développer comme un îlot de biodiversité reconnu, suivi, étudié. C'est assez intéressant. On développe évidemment des modes de transport doux, le vélo en particulier, avec la métropole de Lyon qui est suractive sur le sujet. Notre mobilisation face à l'urgence climatique se traduit également par une évolution majeure de notre formation. Je voulais vous en dire quelques mots, reconnectés à la réalité de notre établissement. L'objectif est clair, il s'agit de doter tous les élèves ingénieurs des meilleures capacités à agir dans le contexte que nous connaissons face aux enjeux des DRS. Cette dynamique de transformation est à l'œuvre dans absolument tous les départements. Nous avons produit, et c'est en libre accès sur le site de l'INSA, un cahier qui fait
l'état de l'avancement de nos ambitions en la matière, et puis une réflexion de fond qui se poursuit, qui s'est poursuivie et qui va se poursuivre au sein de groupes de travail thématiques interdépartements, puisque c'est évidemment l'un des plus grands défis, c'est que pour aborder les enjeux socio-climatiques, il faut travailler au-delà du champ de chaque discipline, en interdisciplinarité et même mieux en transdisciplinarité. Dire aujourd'hui que cet engagement, qui est le nôtre, celui de l'INSA Lyon, est aussi partagé à l'échelle du groupe INSA, puisque nous sommes quelque part, on peut le revendiquer, je pense légitimement, une école pionnière, des écoles pionnières pour intégrer ces enjeux socio-climatiques dans la formation. Nous avons noué en particulier il y a 2 ans une collaboration vue aujourd'hui comme parfaitement exemplaire avec The Shift Project, le think tank animé par Pierre Jancovici, le très médiatique Jancovici, avec lequel nous avons beaucoup travaillé au travers d'un projet qui s'appelle ClimaSup INSA. Et dire aujourd'hui que cet engagement qui est le nôtre s'est fait d'abord à bas bruit, fin 2019, et puis de façon de plus en plus visible, à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup d'écoles d'ingénieurs en France, beaucoup d'universités se rapprochent de nous pour bénéficier de notre retour d'expérience. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes évidemment sur ces sujets-là, non pas en compétition, mais dans une logique d'innovation partagée. Toutes nos productions sont mises en commun pour accélérer la transition de l'ensemble des établissements par rapport à ces enjeux. Évidemment, cela intéresse aussi au plus haut point nos entreprises partenaires qui nous soutiennent au travers de la fondation, Alexis Métainier interviendra tout à l'heure, au travers d'un programme qui s'appelle Convergence et qui finance, qui accompagne la transformation de l'ensemble du cursus, parce que c'est bien de ça dont il ne s'agit pas de saupoudrer, il s'agit de repenser, de reconcevoir, de créer des liens. J'allais dire que cet engagement aujourd'hui a fait aussi l'objet d'une reconnaissance, puisque nous venons d'obtenir une chaire UNESCO dans une dimension internationale pour porter ces thématiques en développement. Toujours dans cette logique qui est la nôtre et que nous poursuivons, de mobiliser les forces de l'ingénierie au service des transitions, je voudrais indiquer ici, partager avec vous, que nous avons engagé une démarche de structuration de l'ensemble des forces de l'ingénierie à l'échelle du site de Lyon, Lyon-Saint-Étienne. L'objectif, c'est de construire des synergies fortes entre les 4 écoles d'ingénieurs externes, qu'on appelle externes aux universités du territoire, l'INSA Lyon bien sûr, mais également l'école centrale de Lyon, l'ENTPE, quasi voisine de Vaux-en-Velin, et puis l'école des mines de Saint-Étienne. Nous créons tous ensemble ce que nous dévoilerons d'ici 1 mois, ce que nous appelons aujourd'hui le collège d'ingénierie, qui est en fait un consortium de coopération, pas plus, avec 3 axes qui résonnent avec des éléments que nous évoquions juste avant de démarrer cette cérémonie, avec une problématisation majeure autour de la décarbonation de l'industrie, décarbonation des usages, avec une polarisation aussi sur la circularité, viser l'économie circulaire dans toutes les activités, et puis, nous l'évoquions avec Bruno Marie-Rose, se pencher sur l'enjeu aujourd'hui majeur d'une société numérique responsable dans toutes ses productions et dans tous ses usages. Dans ce contexte-là, nous avons décidé de mettre ensemble, au niveau de ces écoles d'ingénieurs, nos potentiels d'innovation, et en particulier, nous avons déposé un projet en septembre porté par INSA Valor, en partenariat avec Centrale Innovation, on voit ce rapprochement, pour développer de la formation tout au long de la vie et amener tous les cadres, les ingénieurs en particulier, actifs dans les entreprises, j'allais dire au niveau de performance, au niveau de compétences nécessaires à accompagner les entreprises, la société de façon générale dans ces grandes transitions. Nous déposerons en janvier aussi un projet très ambitieux sur la structuration de la recherche à l'échelle du site, en partenariat avec l'ensemble des établissements, et en particulier avec notre grande voisine, l'Université Claude Bernard Lyon 1, qui aujourd'hui porte une brique santé pour le site qui préfigure, je donne un peu d'actualité académique, une fusion entre l'Université Lyon 1, l'Université Lyon 2 et notre voisine aussi, l'école d'ingénieurs CPE. En bref, nous sommes en train de transformer ce site de Lyon, orphelin de grandes initiatives d'excellence, en construisant des grandes briques, une brique santé, une grande brique ingénierie, technologie, d'autres sans doute à venir. Notre établissement est donc, je le dis aujourd'hui, particulièrement visible au travers de toutes ces initiatives et de fait particulièrement attractif. Je
vous donner des nouvelles du recrutement. En général, ça passionne tout le monde. Cette année, plus de 17 000 candidats, bacheliers, ont candidaté donc, pour entrer à l'INSA de Lyon, pour malheureusement seulement 690 places sur Parcoursup. Autant vous dire que la sélection est féroce, la compétition aussi, et que nous n'avons que des étudiantes et des étudiants particulièrement brillants. Je voudrais aussi souligner nos engagements en matière de diversité de genre, puisque l'INSA Lyon a formidablement progressé, je le dis d'autant plus volontiers que c'est le travail de mon prédécesseur, sur la décennie écoulée, et qu'aujourd'hui, nous accueillons 45% de jeunes femmes dans la promotion entrante et plus de 40% dans l'ensemble des effectifs de l'INSA. Petite modulation par rapport à ces victoires, on peut le voir comme ça. Sur le plan de la diversité sociale, nos résultats sont un peu moins positifs. Résultat de l'hyperattractivité du modèle, de l'hyperattractivité de l'INSA Lyon. La mixité sociale parmi nos élèves ne cesse de s'éroder, certes lentement, mais de façon continue. Nous souhaitons bien évidemment relancer la dynamique d'ouverture sociale qui constitue l'un des éléments essentiels du modèle INSA. Je pense que je ne serai pas contredit par l'auditoire. Et nous avons entrepris, à l'échelle du groupe INSA, un important travail d'analyse et d'élaboration de nouvelles pistes d'action. Un premier tome d'un livre blanc intitulé « Diversité et ouverture sociale » qui était un état des lieux, a été produit en octobre 2021. Il a eu lui aussi un assez large écho. Et le tome 2 du livre blanc va paraître un an après, donc en octobre 2022, ce mois-ci. Ces travaux, je le souligne, ont retenu toute l'attention de notre ministère, de notre ministre en particulier, à qui nous présenterons nos conclusions dans les semaines à venir. Là encore, nous inscrivons notre démarche dans une logique d'innovation ouverte, et les recommandations de ce rapport visent à alimenter les réflexions et les dispositifs d'ouverture sociale dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, sur des problématiques particulièrement ardues, particulièrement complexes, pour lesquelles les solutions triviales, rapides, de type Yaka-Faucon, sont à oublier d'urgence. Pour finir, je voudrais partager avec vous très rapidement les conclusions du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche d'enseignement supérieur, qui nous a audités, qui était dans nos murs, et qui a remis un rapport sur l'INSA, publié en juin dernier. Dans ce rapport, on peut y lire que l'évaluation confirme le positionnement phare et la notoriété nationale de l'INSA Lyon dans le paysage des écoles d'ingénieurs de France, et tout particulièrement son rôle de premier plan dans la formation d'ingénieurs après le baccalauréat en 5 ans avec un cycle préparatoire intégré. Vous connaissez tout ça, vous l'avez vécu. Le modèle d'ingénieur humaniste, créé par l'INSA Lyon dès sa fondation en 1957 et poursuivi au travers du groupe INSA, montre aujourd'hui toute sa pertinence dans un monde confronté à des défis sociétaux majeurs. De fait, nous sommes absolument convaincus que le modèle d'ingénieur humaniste que nous portons, que nous développons, que nous actualisons en permanence est plus que jamais en phase avec les grands enjeux de notre société. À ce propos, je voudrais saluer l'implication de nos diplômés, Daniel interviendra tout à l'heure, dans la transformation de notre école au travers des travaux réalisés dans le cadre de la chaire Alumni sur l'ingénieur humaniste. C'est une chance, une grande chance de pouvoir travailler avec vous, Daniel, avec les équipes, sur l'évolution de notre modèle et la responsabilité de l'ingénieur dans un monde qui connaît des mutations sans précédent, une accélération absolument spectaculaire. Je me réjouis également de la collaboration que nous mettons en place dans le cadre d'un programme très innovant, Connexion, dont Daniel parlera sans doute, dispositif qui devrait permettre à nos élèves de 3e année de bénéficier de l'accompagnement d'une marraine ou d'un parrain diplômé, accompagnement dans la réflexion sur ses premiers pas professionnels ou sa réflexion d'orientation. C'est une démarche à laquelle je crois personnellement beaucoup, à laquelle j'apporterai évidemment tout mon soutien, et je tiens par avance à remercier toutes celles et ceux, peut-être d'entre vous, qui s'engageront dans ce projet, dans ce dispositif. Je vous remercie de votre attention. Je serai évidemment disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Et encore ravi de vous accueillir. Merci à toutes et tous. Donc maintenant, Laure va vous parler de INSA Valeurs. Juste une petite précision, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Gilles Assolan, je suis GMD 78, vice-président de Alumni INSA Lyon et président fondateur de INSA Angels, qui est le club de Business Angels qui fait partie de l'AIL.
Bonsoir, ravie d'être présente ce soir avec vous. Je vais vous parler un peu d'INSA Valor, vous faire une petite présentation rapide de la filiale de valorisation de l'INSA Lyon, et puis vous montrer un peu ce qu'on a fait depuis l'année dernière, ce qu'on avait présenté l'année dernière, et finir sur ce qu'on a mis en place avec toutes les équipes INSA, qui s'appelle Valodrec, une vraie fierté qu'on a, et une nouvelle présentation de la relation avec les entreprises, avec le monde socio-économique. INSA Valor, on est donc filiale d'INSA Lyon et INSA Toulouse. INSA Toulouse a rejoint le capital d'INSA Valor en février 2020, juste avant le Covid. Alors, il n'y a pas d'effet, mais pile poil avant. Donc, on est répartition de capital entre l'INSA Lyon, qui a plus de 80% de notre capital détenu, 86% détenu par INSA Lyon, 12% par INSA Toulouse, et quelques personnes physiques qui sont encore présentes dans notre capital. On gère également les contrats de R&D de l'école d'Archi, qui est à Vaux-en-Velin. C'est un dispositif assez particulier qui est né de la relation qu'entretient l'INSA Lyon et l'ENSAL. C'est assez intéressant et complémentaire avec notre activité. On a 3 activités principales. La raison d'être, la genèse d'INSA Valor, qui s'est basée sur la recherche et le développement et la valorisation, mais également la formation continue. Il y avait une autre filiale qui s'appelait Castessa en 88, qui a été créée et qui a été fusionnée avec INSA Valor, parce qu'entre formation et recherche, c'est des vases communicants, et que le discours était le même au niveau des entreprises, et on avait identifié un lien flagrant entre la recherche et la formation. La formation alimente la recherche et vice-versa. Et puis nous avons des bâtiments, nous avons 10 000 m² répartis sur 4 bâtiments, je vais y venir un peu plus tard, qui ont comme objet, qu'on loue à des entreprises qui ont une appétence pour l'innovation. En chiffres, c'est en gros 15 millions de chiffre d'affaires, environ 150 salariés. On accueille à peu près 1200 stagiaires par an en formation. On signe environ 1000 contrats industriels et on accueille à l'heure actuelle une 40aine d'entreprises innovantes. Sur notre activité R&D, on a plaisir à dire qu'on est la continuité, le facilitateur de la collaboration technologique, de l'excellence scientifique du laboratoire de l'INSA Lyon vers le monde socio-économique. On est, pour mettre en œuvre ces collaborations, on s'est professionnalisé, on est certifié ISO 9001 sur cette activité, alors sur les autres aussi, donc je vais faire un peu de teasing, on est certifié sur toutes les activités. On est également agréé Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation et le petit nouveau, le SICO, qui est arrivé. On fait tout type de collaboration, ça peut aller de la prestation de services, en passant par le projet de fin d'études, qui est souvent le début d'une grande collaboration, jusqu'à effectivement des accompagnements de thèse, des programmes de collaboration de plus grande envergure, y compris d'accompagnement dans le cadre des subventions européennes. On est bien sûr à l'écoute, on est au service au service des anciens chercheurs de l'INSA, au service de l'INSA. On est un outil de l'INSA, on est toujours dans la réponse qu'on peut apporter au niveau de nos chercheurs et de faire en sorte que les collaborations qu'on met en place avec le monde industriel soient toujours sur des collaborations d'un type gagnant-gagnant. Au niveau de la formation continue, on a une activité de formation continue donc, qui a plus de 30 ans. Alors, initialement portée par les anciens élèves. La formation continue a été créée initialement par l'association des anciens élèves. Ensuite, il y a eu la société CAS qui a été créée. Maintenant, l'activité est portée par INSA Valor. Donc, 30 ans en type entreprise, 50 ans dans le giron. Donc, autant dire qu'on était très en avance sur ce modèle-là. On a bien sûr une offre de formation basée sur la recherche-innovation, sur les sciences de l'ingénieur. On est extrêmement pointu sur ce domaine-là. Je vous rappelle notre dicton, c'est « la recherche alimente la formation ».
Cette activité est aussi certifiée 9001 version 2015 et toutes les autres certifications, puisque la formation continue est devenue un domaine extrêmement réglementé. Donc nous avons une certification Canopy, Datadoc, etc. etc. Je vous avais l'ensemble des thèmes sur lesquels nous intervenons en formation continue. Au niveau de l'activité hébergement d'entreprise, nous hébergeons. Alors, on a été livré en 2021 du dernier bâtiment, qui est un bâtiment qui est un bâtiment qui s'appelle, enfin, qu'on appelle le CUI4, bien sûr, pardon, qui est un bâtiment éco-responsable, éco-techno, qui a été donc conçu sur des technologies de limitation des dépenses énergétiques, avec, je dirais, c'est le premier bâtiment sur la région qui est bêta-testeur sur ces technos. Ça se passe bien maintenant, mais il a bien fallu un an, le temps qu'on trouve comment le régler. Nos bâtiments représentent à peu près 10 000 mètres carrés et on est complet, puisqu'on a accueilli le dernier arrivant qui va prendre les derniers mètres carrés disponibles, arrive le mois prochain. Quelques actualités un peu pour justement illustrer depuis un an ce qui s'est passé à INSA Valor. Alors, à INSA, je vous ai dit, on est certifié sur les 3 activités. C'est un certificat unique. C'était un objectif qu'on avait de pouvoir avoir un seul certificat de qualité, enfin certificat qualité ISO 9001 pour l'ensemble des activités et non pas 3 certificats. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un gros boulot pour nous et on est très heureux parce que ça permet d'afficher le professionnalisme qu'on a mis en œuvre depuis plusieurs années. On est bien sûr à l'écoute de tout ce qui est lancé par notre maison mère et complètement convaincu de la démarche RSE. Donc on a aussi enclenché une démarche RSE propre à la structure, avec la création d'un comité RSE, et puis on va aller jusqu'à la labellisation EcoVadis, l'objectif étant d'être une labellisation d'un niveau silver. À terme, on a quand même également l'objectif de se transformer en société à raison d'être. On a, je dirais, commencé quelques actions, notamment on a participé au challenge mobilité, on a quelques actions qui sont mises en place sur je dirais sur de la récupération, et puis la RSE, c'est aussi le bien-être au travail, donc on a mis en place beaucoup de bienveillance pour qu'il y ait un équilibre vie privée, vie familiale, vie professionnelle qui soit respecté. Je vous ai dit, on gère les activités par convention cadre avec l'INSA Lyon, INSA Toulouse, l'ENSAL, et on a signé le petit dernier, c'est la Fabrique de l'innovation qui nous a fait confiance et qui nous a confié la gestion de ces prestations. Alors, à titre exploratoire pour la première année, sur les dernières discussions qu'on avait eues, pour l'instant, la satisfaction est là. C'est pour nous une étape assez importante. On intervient aussi, on est très présent dans le réseau Curie, le réseau Curie qui est un réseau qui regroupe tous les valorisateurs de France, qui est pour nous le Graal dans la valorisation. Et on est au conseil d'administration du réseau Curie. J'ai été élue cette année trésorière et on intervient aussi au congrès Curie, ce qui permet de montrer la place que la valorisation et que les filiales de valorisation peuvent avoir dans le monde, dans le schéma actuel. On a intervenu notamment avec Centrale Innovation. J'ai vu qu'il y avait la présidente de Centrale Innovation dans la salle, qui est une ancienne INSA, tout arrive, qui est intervenue avec nous, et puis aux côtés de nos autres collègues pour justement apporter notre expérience et montrer un peu ce qu'on a réalisé. Les filiales de valorisation, en France, on est environ une quinzaine. On ne fait pas beaucoup de bruit, mais par contre, on est assez efficace et on a souhaité, pour une meilleure visibilité et pour ne pas être absent des dispositions nationales qui pourraient être prises au niveau des ministères, se regrouper sous une communication commune et on s'est réunis sous un nom, RENAFI, afin d'avoir une voie relativement unique et continuer à travailler ensemble pour la recherche française.
Le CU4, hein, je vous en ai parlé, c'est le dernier bâtiment qui est sorti de terre à Insa-Valor, qu'on appelle éco-friendly, et donc qui utilise des systèmes constructifs et thermiques innovants. Vous voyez, hein, c'est l'immeuble doré à la fin du campus. On a une plateforme technologique qui s'appelle Provadems, hein, qui a son activité dans la gestion des déchets. Et on est extrêmement content d'avoir l'INSA qui nous a beaucoup aidé dans la construction et de les accueillir dans un nouveau bâtiment financé par les collectivités et par l'INSA de 2000 m² qui nous a permis d'installer dans des conditions optimum notre équipe pour pouvoir, je dirais, essayer de monter en puissance dans ce domaine-là, avec notamment une grosse partie hall d'essai et laboratoire. L'INSA, c'est notre maison, c'est notre... Insa-Valor, INSA, pour nous, c'est la même chose. On est vraiment complètement intégré dans l'écosystème et on participe aux 48 heures d'innovation. De façon naturelle, on accompagne tous ces challenges. On a aussi participé au Deep Tech Tour, hein, on faisait partie de l'organisation du Deep Tech Tour à l'INSA Lyon. On a pu, dans ce cadre-là, animer une table ronde sur la stratégie de valorisation pour, je dirais, une finalité création de start-up ou collaboration. On a également participé à la Journée Ambition Europe dans le cadre de notre activité de soutien à la recherche vers les subventions européennes dans le cadre d'Horizon Europe. Nous représentons l'INSA dans une association qui s'appelle la Recherche Industrielle, qui est une association qui est originale, qui regroupe des industriels, une grande école, donc l'INSA, Lyon, et puis la métropole, avec comme ambition, dans la thématique de l'usine 4.0, qu'ensemble, on ira plus vite et plus loin que chacun de notre côté. Et donc, on participe à cette association qui a 3 ans maintenant, et dont, je dirais, on commence à voir les effets de cette collaboration institutionnelle. On en a profité pour justement faire connaître aussi aux industriels prendre du temps aux industriels pour qu'ils puissent visiter nos laboratoires. Nous avons aussi une plateforme Smart Factory, qui est une plateforme orientée vers l'industrie 4.0, qui a été inaugurée, hein, qui est soutenue par l'INSA, bien entendu, mais également par la région Rhône-Alpes, et qui a du matériel et des activités extrêmement reconnues dans le domaine de la mise en application au sein des usines, des collaborations avec la mise en application dans les usines d'une certaine logistique et d'une partie génie industrielle. Enfin, depuis 4-5 ans, nous avons renforcé notre pôle de soutien à l'organisation de séminaires. Nous avons mis en place une équipe spécifique pour l'activité colloque, et cette année, qui est une année assez exceptionnelle, hein, pour l'activité colloque scientifique, nous avons organisé 12 événements scientifiques. Il y en a encore 2 qui se préparent, donc ça fera 14, ce qui représente environ 3200 participants. C'était un peu pour vous montrer le panel de ce que nous avons fait cette année. Et puis je voulais vous parler aussi, je dois avoir encore 5 minutes, de l'offre transversale qu'on baptise entre nous Valodrec. Alors on cherche un nom, donc si éventuellement vous avez un nom, on est preneur, qui est l'offre que nous présentons, l'offre INSA, de l'INSA vers le monde socio-économique. On s'est quand même rendu compte qu'il était intéressant, quand on allait voir des partenaires, de leur présenter tout ce que l'INSA peut leur offrir. Donc d'aller, je dirais, sur la présentation de mécénat, de recrutement. Il y a des entreprises qui ont des problèmes de recrutement, mais également qu'on peut intervenir sur la valorisation de la marque employeur, de la formation continue, de la prestation de services, de la R&D, et après, bien sûr, des laboratoires communs, etc. Mais que toute cette offre ne soit packagée que d'une seule façon, et que nous puissions parler d'une seule voix pour présenter l'ensemble de cette offre. Vous voyez, ici, vous avez, alors c'est pas exhaustif, hein, tout ce
tout ce que l'INSA peut proposer au monde socio-économique. C'est un travail qui est énorme, ça veut dire qu'on s'est réunis, je dirais tous ceux qui travaillent avec le monde socio-économique, donc INSA Valeurs bien sûr, la direction de la recherche bien évidemment, la DRE, la fondation, la direction de la formation, la direction des relations internationales. Et on a tous monté ça ensemble et on se réunit et on reçoit maintenant les entreprises ensemble et on est capable de pouvoir présenter l'ensemble de l'offre à tous les partenaires que nous rencontrons. J'en ai fini. Merci Laure. Donc maintenant, nous allons regarder et écouter Alexis Métainier, le directeur de la Fondation, qui n'a pas pu se joindre à nous. Bonsoir et qui nous a envoyé cette vidéo. Je ne peux malheureusement être physiquement présent ce soir parmi vous, mais j'ai tenu à vous parler de la Fondation afin que vous puissiez mieux situer notre action dans la discussion et le débat ce soir. Alors, tout d'abord, la Fondation en quelques chiffres. Nous avons 12 années d'existence. Au cours de ces 12 années, nous avons créé un certain nombre de programmes. Nous avons par exemple créé 12 chaires d'enseignement et de recherche. 4000 donateurs, alumni et parents d'élèves nous ont rejoints, ainsi que 17 entreprises mécènes. Nous avons pu attribuer environ 2000 bourses et aides financières sur critères sociaux. Et nous avons pu financer de l'ordre de 800 projets associatifs. Ces chiffres, qui peuvent paraître impressionnants, expriment surtout notre politique de mécénat qui s'articule autour de 4 grands programmes. Le programme de chaires d'enseignement et de recherche dont j'ai parlé, le programme de bourse qui est devenu un programme emblématique de notre action au sein de l'école. Et j'en profite pour remercier celles et ceux qui nous donnent régulièrement depuis de nombreuses années. Nous avons également créé un programme de coup de pouce qui a pour objectif d'encourager tous les talents, qu'ils soient artistiques, technologiques, sportifs au sein de l'école, individuels. Et puis nous avons également un programme de soutien au monde associatif, puisque vous le savez, le monde associatif à l'INSA est toujours plein de vitalité et nous sommes un des acteurs majeurs de leur financement. Au-delà de ces programmes, notre rôle est aussi d'être un trait d'union entre l'école et le monde socio-économique, principalement les entreprises. Non pas pour gérer les flux traditionnels entre une école et les entreprises, mais pour positionner la relation à un niveau différent, celui des enjeux, capter ceux des entreprises à travers leur comité de direction, nous nourrir de leur stratégie pour faire évoluer l'école. C'est en ce sens que nous avons créé un comité stratégique pour l'école avec les membres de la Fondation, mais peut-être Frédéric Fautiadieu en parlera-t-il tout à l'heure. Bien sûr, nous sommes un acteur, vous l'avez compris, de l'écosystème de l'école, aux côtés de la recherche, de la formation, d'INSA Valeurs, et nous sommes organisés ensemble sur l'interface avec ce monde économique. C'est une dimension que nous souhaitons développer dans les années à venir, et si parmi vous, certains souhaitent pouvoir nous permettre de rentrer en relation avec leur entreprise, vous êtes les bienvenus, c'est important pour nous. J'espère vous avoir donné quelques clés pour mieux comprendre notre rôle et notre action. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, une table ronde réussie où circulent harmonieusement les idées, ainsi qu'un très bon week-end à vous toutes et à vous tous, ainsi qu'à vos conjointes et conjoints. Très bonne soirée, très bon week-end. Merci Alexis. Donc je vais donner la parole à Daniel. Si la présentation veut bien poursuivre, normalement, ça doit être bon. À toi. Ça a l'air d'être ça. Merci Gilles. Merci. Et puis, bien sûr, je commencerai par vous dire moi aussi un grand merci de votre participation à cet événement. On a toujours plaisir à constater que les diplômés INSA sont présents quand il s'agit de se retrouver, quand il s'agit de mixer des générations. Et vraiment, c'est un grand bonheur de vous avoir pour ce week-end avec nous.
Alumni INSA Lyon, cette association qui est la vôtre, cette association des diplômés, en pratique, c'est quoi? Alors, moi aussi, je vais manipuler quelques chiffres. Pour repréciser les ordres de grandeur, vous voyez près de 50 000 diplômés INSA Lyon, plus de 100 000 diplômés, tous INSA confondus, dont une petite partie, mais ça progresse tous les jours, travaillent à l'étranger, donc presque 10% travaillent à l'étranger, et des gens qui travaillent au total dans 23 500 entreprises ou organisations. Donc vous prenez conscience de l'ampleur de ce réseau, et vous allez me dire naturellement à quoi ça sert, et notre association là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, j'ai envie de dire, pour faire simple, notre association, elle se focalise sur 4 grands thèmes. Un thème classique de toutes les associations d'alumni, l'aide, la solidarité, le soutien, que ce soit vers les élèves de l'école, pour les aider à trouver un stage, pour les aider à trouver leur premier job, pour les assister dans leurs réflexions pour orienter leur carrière, leur premier poste dans leur carrière professionnelle. Par rapport à tout ça, bien sûr, tout ce qui concerne notre aide, en particulier à l'emploi vis-à-vis des ingénieurs, mais comme vous savez que les ingénieurs aujourd'hui n'ont pas de problème d'emploi, tout va bien. On a un peu moins de choses à faire. Ensuite, bien sûr, comme toutes les associations d'alumni, développer, animer le réseau. Et là, c'est véritablement notre métier qui se décline, je vais dire malheureusement, sur beaucoup d'axes, à la fois l'aspect géographique, l'aspect de convivialité, comme on peut le vivre ici, et puis, ça se déroule tout seul, effectivement, des choses qui sont liées en particulier aux aspects professionnels, nous aurons l'occasion d'y revenir. Notre rôle, c'est aussi de contribuer au projet de l'école, et nous y reviendrons. Pour faire le lien avec l'école, il est important que cette association vive au plus près de son école, parce que en fait, ce qui fait notre point commun, nos valeurs communes, c'est bien cette école qui nous a formés. Et puis un dernier point qui me paraît très important aujourd'hui, c'est le fait de valoriser le rôle de l'ingénieur. On y reviendra, on est dans une société en plein mouvement, dans un mouvement qui a plutôt tendance à s'accélérer, et le rôle de l'ingénieur est fondamental, je pense que vous en êtes tous persuadés, mais peut-être qu'on ne le dit pas tout à fait assez ou qu'on ne le montre pas tout à fait assez, nous aurons l'occasion d'y revenir. Tout ça, ça contribue à un point central qui consiste à porter les valeurs de l'INSA, les valeurs qui nous sont chères, les valeurs qui ont été rappelées tout à l'heure d'ingénieurs humanistes. Alors, je ne vais pas, rassurez-vous, vous donner une illustration de l'ensemble de nos activités. Elles sont nombreuses, réparties selon à peu près une dizaine d'axes stratégiques, une trentaine de pôles d'activité, et elles ont tout un point commun, c'est de travailler sur les échanges, la rencontre, le caractère intergénérationnel, l'ouverture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'ensemble de nos actions. Alors, pour décrire nos activités de manière un peu plus concrète, un peu plus précise, je vais juste prendre quelques exemples d'actions, de projets en cours, et puis quelques exemples aussi de choses que nous aimerions faire demain, alors demain, presque demain, ou demain dans 6 mois, 1 an, ou peut-être dans un peu plus longtemps, ce qui n'empêche pas d'avoir cette ambition. Alors, la première chose que je voudrais dire en termes d'activité, c'est notre engagement dans la communauté INSA. Et quand j'entends communauté INSA, j'entends l'engagement auprès de l'école et de ses organisations, y compris l'Institut Gaston Berger, un service particulier de l'école, la filiale INSA Valor, la synergie avec la Fondation. Non pas simplement pour des aspects, je dirais, d'interaction au niveau de la gouvernance, mais de vrais projets communs. Frédéric a tout à l'heure parlé de
la rénovation, du chantier de rénovation du modèle social. Nous essayons d'y contribuer comme nous pouvons, le mieux. L'école a aussi un grand projet Ambition 2030 et nous essayons aussi d'y contribuer. Et un certain nombre de choses de ce type. De la même manière qu'avec Alexis Matienier, qui vous a présenté la Fondation à l'instant, nous travaillons en étroite collaboration pour, en particulier, travailler de manière cohérente sur tout ce qui est appel à dons, appel à cotisation, et participer aux réflexions stratégiques de la Fondation. Et ça, je dois dire que nous travaillons aujourd'hui, et je remercie tous les gens de la communauté INSA ici présents, et en particulier Frédéric, qui vous a présenté l'école tout à l'heure. Nous travaillons aujourd'hui dans un excellent état d'esprit, et c'est quelque chose de précieux, parce que des alumni qui ne travailleraient pas en collaboration avec l'école, je crois que ça serait une très grave erreur. Donc, merci en particulier à toute la communauté INSA pour ce travail en commun et cet excellent état d'esprit qui règne aujourd'hui. Alors, un projet commun, et quand je dis commun, il est bien commun puisqu'il est commun à l'école, à la Fondation, à INSA Valor et aux alumni, c'est cette fameuse chaire ingénieur INSA, philosophe en action. Alors, vous allez me dire, ce beau titre, à quoi correspond-il exactement? Il correspond à une interrogation qui est venue à beaucoup de gens, qui est de dire, les valeurs de l'INSA, c'est l'ingénieur humaniste, personne ne l'a oublié, hein, porté par le recteur Capel, Gaston Berger. Aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce que ça veut dire vraiment l'ingénieur humaniste? Donc, nécessité de se reposer la question de redéfinir ce qu'est l'ingénieur humaniste aujourd'hui dans la vraie vie du XXIe siècle. Donc ça, c'est une première chose. De ça, on s'est dit effectivement qu'il serait très intéressant de redéfinir le rôle de l'ingénieur pour voir effectivement quelles sont ses actions, quels sont ses leviers pour accompagner les transformations qui sont celles du monde d'aujourd'hui. Et du coup, par voie de conséquence, contribuer à alimenter le projet d'évolution de la formation à l'INSA pour apporter un petit peu notre pierre à l'édifice de manière très humble. Les résultats de cette chaire, qui a été démarrée il y a 2 ans et demi, c'est en quelques mots 150 personnes qui sont mobilisées en tant que donateurs, une centaine de diplômés qui ont été interviewés un par un pour prendre leur avis, leur retour d'expérience au niveau de leur vécu professionnel sur cette question d'ingénieur humaniste, 550 diplômés impliqués dans des ateliers et groupes de travail, 8 événements majeurs qui ont été faits depuis le début de la chaire, avec plus de 300 participants au total. Et il y avait un objectif que je n'ai pas cité ici, mais qui est très important, c'est le fait de montrer qu'au travers de projets de ce type qui sont bien en phase avec ce que je disais tout à l'heure quand je mentionnais porter les valeurs de l'INSA, on s'aperçoit que la communauté INSA et la communauté des diplômés est active, est motivée et participe à ce type de projet. Un autre axe que nous avons souhaité développer tout particulièrement, c'est ce qu'on a appelé la pépinière insalienne. Alors, qu'est-ce que c'est la pépinière insalienne? C'est pas moi qui ai donné le nom. C'est en fait une organisation junior au sein de notre association. Alors, pourquoi faire? Simplement, on va faire court. Nous nous sommes dit qu'il était grand temps de prendre des mesures importantes pour rajeunir notre population active au niveau de l'association. Pas très original, hein, toutes les associations d'alumni ont les mêmes difficultés. Donc on s'est dit, pour faire ça, on va motiver des jeunes et on va leur permettre de développer leurs projets. C'est important de les laisser développer leurs projets, d'accord, en relative autonomie à l'intérieur de l'organisation de l'association, donc en particulier en les aidant, et y compris en les aidant financièrement. Le résultat, c'est qu'une équipe s'est constituée, une dizaine de jeunes bénévoles. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des élèves et des jeunes diplômés. Une diplômée pilote de cette pépinière, diplômée en 2019, qui est membre du CA et devenue membre de notre bureau. Et puis des réalisations concrètes, des conférences thématiques,
qui motivent en particulier les plus jeunes, sur tout ce qui est mobilité durable, éco-construction. On est dans le sujet qu'a évoqué Laure tout à l'heure, l'éco-construction. Voilà. Et quelque chose que nous n'aurions pas imaginé nous-mêmes, une manière de raconter le métier d'ingénieur aux jeunes et en particulier aux élèves, des podcasts qui ont été réalisés, une vingtaine, qui font entre 20 et 30 minutes chacun, qui décrivent, qui racontent le métier de l'ingénieur au travers d'interviews et d'interventions de diplômés en activité. Donc 20 podcasts, une écoute totale à peu près de 2000 personnes. Et aujourd'hui, depuis la rentrée, puisque c'est des chiffres tout récents, il y a à peu près 80 à 100 écoutes par semaine. D'accord ? Donc ça vous donne une idée, je dirais, de l'ampleur de ce point. Voilà en ce qui concerne la pépinière. Et puis bien sûr, des actions, je dirais, un petit peu courantes et quotidiennes. Je ne citerai que les points clés. On a développé ces derniers mois beaucoup de choses au niveau de notre réseau à l'international, au travers d'ambassadeurs à l'international. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites au niveau professionnel, en particulier avec la relance d'un certain nombre d'activités auprès d'Insa Angels, Gilles en étant le pilote, et puis la création, c'est une nouveauté, de groupes métiers pour redynamiser nos activités à caractère professionnel. 8 groupes métiers ont été lancés, alors soit sur des thématiques sectorielles, soit sur des thématiques de fonction dans l'entreprise. Et aujourd'hui, ces 8 groupes métiers ont permis de connecter 560 participants diplômés. Donc, ce n'est pas tout à fait rien non plus. Voilà en ce qui concerne ces activités. Alors vous allez me dire, et au-delà, qu'est-ce qu'on va faire encore ? Eh bien, ce qu'on va faire encore, c'est essayer de travailler sur le projet de parrainage qui a été mentionné par Frédéric tout à l'heure. Donc c'est un projet qui a été conçu et qui est réalisé en étroite collaboration avec l'école, destiné aux élèves de 3e année, pour laquelle nous avons mené une opération pilote en 2021 et pour lequel nous visons une opération nominale en novembre, précisément le 15 novembre, pour lancer en fait cette opération et ce dispositif de parrainage à l'échelle de l'établissement. Et nous avons aujourd'hui un panel de 373 parrains déclarés, dont 50 travaillent à l'international, vivent la visio et vivent tous les modes de communication nouveaux que nous avons découverts il n'y a pas si longtemps que ça, et qui permettent effectivement d'élargir géographiquement tout ce dispositif. Et puis, chose notable, 50% et un peu plus des marraines et parrains qui se sont manifestés pour participer à cette opération ont moins de 40 ans. D'accord ? Ce qui est quand même quelque chose d'important dans l'optique de faire participer des gens qui, il faut bien le reconnaître, traditionnellement n'étaient pas très accrochés à notre association. Donc ça, c'est quelque chose de très motivant parce que effectivement, on va pouvoir en plus, avec les élèves de 3e année, créer une proximité qui va être un petit peu meilleure que celle que je serais capable de créer moi-même. Ensuite, bien sûr, nous allons continuer à renforcer la communauté des alumni au sens large, en essayant de reprendre l'événementiel sur le campus, parce que c'est quelque chose de très important, et Dieu sait si malheureusement, dans les 2 dernières années, on a été un peu privé de ces actions, contribuer à aider les projets étudiants, et potentiellement en synergie, bien sûr, avec la Fondation, Alexis le signalait tout à l'heure, redémarrer le cercle des dirigeants sur Lyon, et puis continuer notre implication dans la communauté INSA au sens large, une implication renforcée dans INSA Alumni, qui est notre association chapeau des associations d'écoles INSA. Je vous rappelle qu'il y a 7 écoles INSA. Je ne me trompe pas, c'est 7 ou 6 7, je dis bien. Et donc, cette association chapeau existe depuis 12 ans et Alumni INSA Lyon en a pris la présidence tout récemment, dans l'optique d'améliorer la transversalité de nos actions, contribuer aux actions des groupes régionaux INSA-GR, en particulier
question visant à redécouper ou à intensifier la présence des groupes régionaux sur le terrain. Ça, c'est bien une problématique d'ingénieur. Comment on redécoupe au mieux, au moins bien, et ainsi de suite. Voilà. Et je voudrais simplement terminer cette présentation en disant que vous avez tous remarqué, bien sûr, qu'on est dans un monde qui change énormément. On parle de transition énergétique, de transition environnementale, on parle d'évolution du climat, je ne m'y attarderai pas, on parle de transition numérique. Nous croyons tous que l'ingénieur, et tout particulièrement l'ingénieur INSA, a un rôle majeur à jouer dans ces transformations qui s'offrent à nous dans ce XXIe siècle, qu'on a vraiment un rôle majeur à jouer pour s'exprimer, pour faire des choses, pour agir. Et c'est bien tout le sens de la communauté INSA, pour lequel notre rôle, à tous, ingénieurs diplômés de l'INSA de Lyon, votre rôle est déterminant. Et pour que cette communauté elle soit active et qu'elle ait de la crédibilité, il faut bien sûr que notre association soit représentative. Il faut aussi, puisque toutes ces actions que j'ai citées, plus toutes celles que je n'ai pas citées, sont opérées en finale, quand on regarde bien, par un nombre limité de bénévoles et une équipe de permanents, il faut bien aussi faire en sorte que cette communauté augmente, qu'elle soit soutenue et que plus de gens rejoignent cette communauté. Donc n'hésitez pas, ça m'a fait plaisir tout à l'heure, quelqu'un est venu spontanément pour me dire qu'il serait probablement libéré de ses obligations professionnelles dans quelques mois et qu'il viendrait nous rejoindre avec grand plaisir. Donc c'est toujours des points qui font très plaisir, mais n'hésitez pas à vous manifester à ce niveau-là. Et puis je terminerai pas tout à fait bien mon exposé si je ne faisais pas remarquer par rapport à cet événement dans lequel nous accueillons avec plaisir que tout ça est le fruit de l'équipe de l'association de l'INSA, quelquefois on a tendance à l'oublier, et que, en particulier, notre équipe de collaboratrices permanentes et notre délégué général ici présent, Patrick Viard, se sont énormément impliqués dans cette opération pour vous accueillir au mieux pendant tout le week-end, et je crois qu'ils méritent vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci Daniel. Très rapidement, avant de donner la parole à Bruno, en tant que vice-président en charge de la communication, j'ai 2-3 informations à vous donner. La première, c'est que nous éditons chaque mois une très belle newsletter dans laquelle vous avez toutes les informations concernant l'association. La deuxième, c'est que Daniel a parlé du Cercle des dirigeants. Va se tenir à Paris une réunion en présence d'Olivier Roussat, GE 88, directeur général du groupe Bouygues, en succession de Martin Bouygues. Et donc, rejoignez-nous à la Yale. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y en a pour tous les goûts et, j'allais dire, toutes les tendances et tous les plaisirs. Merci. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Pour moi, c'est un vrai plaisir, un vrai honneur de pouvoir revenir à l'INSA. J'ai eu l'opportunité à 16h de m'entretenir avec la section sportive de haut niveau. Et c'est vrai que revenir dans la transmission, une fois qu'on commence à avancer dans son parcours, pouvoir transmettre, échanger, c'est juste un moment rafraîchissant et pouvoir continuer cette aventure aujourd'hui avec vous et partager un petit peu ma passion. Voilà, donc merci d'avance et j'espère que nous aurons l'opportunité de prolonger cet échange. Alors pour me présenter, Bruno Marie-Rose, donc IF 88, je dirais tout mon parcours se tourne orienté vers deux passions, la technologie et le sport. Une carrière dans le monde du sport, puisque j'ai eu l'opportunité, la chance d'avoir 2 records du monde en athlétisme, un record du monde du 200 mètres en salle et le record du monde du 4 x 100 mètres. J'ai aussi une médaille olympique en 88, l'année d'ailleurs de mon diplôme,
où nous étions, je crois, 8 INSA Lyon à avoir participé aux Jeux Olympiques cette année-là. Et donc, effectivement, démontrer tout le caractère, on va dire, sportif et engagé de cette institution. Voilà, et quelques années, maintenant encore, j'en bénéficie et j'en porte les fruits. Et puis, effectivement, une carrière dans le monde de la technologie, parce que après mon diplôme, j'ai évolué dans le monde professionnel. Hein, j'ai démarré ma carrière en tant que développeur, puisque sortant de l'informatique, c'était effectivement le premier métier qui était le plus facilement accessible. Après, gestion de projet, j'ai aussi été associé dans le monde du conseil informatique. Et puis, il y a une petite musique du sport qui a sonné à mon oreille et qui m'a quelque part déjà, dès 2003, je dirais, rappelé en disant comment revenir dans le monde du sport. Donc j'ai pu déjà à ce moment-là allier les deux, puisque j'ai pu être directeur de la technologie des championnats du monde d'athlétisme il y a déjà presque 20 ans. Donc commencer à mettre le doigt. Et puis après, je suis reparti dans le monde professionnel, dans le monde bancaire, dans le monde très sérieux du métier de l'IT, avec le développement dans cette activité. Et puis en parallèle aussi, mettre le pied cette fois-là dans le monde de la gouvernance du sport, puisque j'étais président de la Ligue professionnelle d'athlétisme pendant 10 ans. Et puis divers mandats en tant qu'élu dans le monde du sport. Donc toujours cette dualité entre le sport et je dirais, la technologie. Et puis en 2018, il y a eu, dès 2017, avec l'annonce de Paris en tant qu'édition des Jeux 2024, une petite musique, une deuxième petite musique s'est mise dans l'autre oreille. Et effectivement, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le comité d'organisation en 2018 dans ce rôle de direction de la technologie. Alors c'est un comité d'organisation, c'est un peu particulier. Je suis arrivé dans ma direction, on était 2. Donc c'était bien à un âge avancé de réinstaller des PC, de reconnecter, etc. Et je vous donnerai quelques chiffres, mais c'est vrai que aujourd'hui, on est déjà plus de 200. Et dans ma direction, au moment des Jeux, on sera peut-être 3000, 4000 personnes. Donc vous voyez, c'est un retour vers la case départ, en toute humilité, remettre en place des fondations sur un projet un petit peu exceptionnel. Alors peut-être en quelques mots, avant de mettre le focus sur mon activité, les Jeux Olympiques, donc le plus grand événement du monde. Dans moins de 2 ans, nous aurons le plaisir d'accueillir plus de 15 000 athlètes, venir de 206 délégations du monde entier. Donc ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous aurons 32 sports olympiques, 22 sports paralympiques, 4 milliards de téléspectateurs, 20 000 journalistes et 13 milliards de spectateurs qui seront dans les stades. Alors, juste pour vous donner 13 millions, pardon, je me suis un petit peu emballé. Et vous savez pourquoi? Parce que je transforme le nombre de spectateurs en revenus. Et on doit atteindre le 1,3 milliard de revenus. Donc voilà. Quelques chiffres par rapport à l'événement parisien. Donc 42 sites de compétition olympique. 19 sites de compétition paralympique, mais au-delà de ce que vous allez pouvoir voir, soit dans le stade ou à la télévision, il y a aussi les sites d'entraînement qu'il va falloir mettre en place. Et puis les athlètes seront hébergés. Donc derrière ce projet, il y a les formidables projets de village olympique qu'on est en train de construire à partir de rien, qu'il va falloir équiper. Mais comme l'ambition des Jeux de Paris, c'est l'ambition de Jeux de toute la France, il y a aussi, je dirais, des activités sur l'île. Il y aura effectivement des activités, notamment à Lyon pour le football. Il y en aura effectivement un peu partout en France. On aura, je dirais, la marina de Marseille pour la voile. Et puis comme on est un peu joueur, le surf à Tahiti. Donc voilà. Et puis tous les hôtels officiels qu'il va falloir équiper. Et puis pour accueillir tous ces journalistes, un centre de médias télévisés, un centre de médias presse. Et puis bien sûr le siège du comité d'organisation qui va se transformer en vaste centre des opérations technologiques, opérations transport, opérations de sécurité pendant les 2 fois 2 semaines. Et puis bien sûr avec l'ensemble, je dirais, des arrivées, que ce soit les aéroports, les gares, et puis les accueils, on va dire les accueils portuaires aussi qu'il va falloir équiper. Alors peut-être
juste pour vous donner quelques idées de la manière dont nous souhaitons transformer Paris dans moins de 2 ans. Alors ici, vous voyez un exemple de beach volley au pied de la Tour Eiffel, donc pouvoir concilier, je dirais, le côté emblématique du lieu qui va être choisi avec le sport. Donc c'est comment arriver à sublimer, et je dirais, ces 2 dimensions. Vous voyez par exemple l'équitation qui aura lieu au château de Versailles. Donc effectivement, comment équiper. Je vous donne juste un exemple dans ma partie technologie. Quand vous devez discuter avec les bâtiments de France, vous pouvez mettre un câble à moins de 3 mètres d'un arbre. Voilà, c'est juste un petit exemple de l'ensemble des difficultés au quotidien, mais c'est nécessaire pour, espérons, arriver à ce résultat. Là, c'est ce que je disais, la marina de Marseille qui va accueillir la voile, donc qui est en pleine réfection. Les différents stades qui vont accueillir le football. Alors, dans quelques mois, aura lieu la Coupe du Monde de football. Donc, effectivement, médiatiquement, il y a beaucoup d'emballement, peut-être un peu trop, mais ça, chacun a sa conviction par rapport à ça. Mais vous voyez, par exemple, nous, on aura juste 2 Coupes du Monde à organiser, en féminin et en masculin, donc par rapport à l'ensemble des sports. Et puis, comme j'ai dit, la vague des TUOPO, qui est juste la plus belle vague de surf du monde, et nous avons choisi d'organiser l'épreuve olympique à Tahiti et valoriser aussi l'ensemble des territoires et départements outre-mer qui, je dirais, constituent un tissu important par rapport au sport français. Et puis cette cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie d'ouverture qui sera délocalisée en dehors du stade, qui va, je dirais, sur 6 km de parade, mais en tout 13 km sur la Seine, véhiculer 160 bateaux avec l'ensemble des délégations et avec, je dirais, le point d'orgue, l'arrivée au Trocadéro, où vont se dérouler, je dirais, les discours et les arrivées des athlètes. Avec, on attend plus d'1 million de spectateurs. Je dirais juste, comme ça, à date, il n'y a pas assez de fréquence pour que tout le monde puisse téléphoner en même temps. Donc voilà. Évidemment, je ne vais pas m'étendre sur la partie sécurité, etc., mais qui n'est pas de ma partie. Mais c'est vrai qu'on est sur des défis dans les défis, au-delà même de l'événement sportif, qui sont juste extraordinaires. Alors, et Bruno Marrero dans tout ça. La direction de la technologie. Le périmètre de mon activité, en fait, se repose, pour faire simple, sur trois grands piliers. Le premier pilier, c'est le comité d'organisation. Le comité d'organisation est une entreprise assez particulière. J'ai parlé de mon arrivée dans l'entité, on était 2, enfin dans le comité d'organisation, on était 30. Au moment des Jeux, on sera plus de 4000. Et quand je suis arrivé, il faut des systèmes de messagerie. Et puis, c'est pas de la philanthropie, donc on a envie d'être payé quand même à la fin du mois. Donc, il faut un système de paye, un système RH, un ERP. Et à ma grande surprise, rien. Et donc, il fallait tout construire. Et avec cette, je dirais, caractéristique d'un comité d'organisation, c'est-à-dire qu'on est finalement sur une croissance de start-up. Et donc, il faut un système d'information qui puisse accompagner cette croissance dans un temps très, très court. Et puis, je dirais, je connais déjà mon employeur en 2025. Et il va s'appeler Pôle emploi. Et donc, forcément, on doit aussi faire des choix d'investissement par rapport à ce temps limité, puisqu'on sait déjà qu'il y aura une dissolution fin 2024. Et donc, c'est, je dirais, un système d'information entre guillemets corporate qui a une caractéristique très particulière, de par, effectivement, notre caractéristique très particulière. Le deuxième pilier, c'est plus important. C'est la technologie pour les jeux, pour livrer et opérer les jeux. C'est une technologie qui commence aussi bien dans les stades, avec les systèmes de chronométrage, les systèmes d'affichage. On aura plus de 10 000 mètres carrés d'écran géant qu'on devra mettre dans tous les sites de compétition. Mais c'est aussi l'ensemble des moyens de télécommunication, comment véhiculer l'ensemble des images télévision pour les amener au centre des médias et après qu'elles repartent dans le monde entier.
Ce sont les systèmes d'information spécifiques pour les jeux, gérer des incidents, gérer des opérations, du nettoyage, du ménage, etc., etc. Et donc, je dirais, autant sur le premier pilier, on est dans l'apprentissage, on est dans l'agilité, autant sur le deuxième pilier, j'ai juste pas envie qu'on parle de nous. J'ai juste pas envie qu'on parle de nous. Donc ça veut dire la fiabilité, ça veut dire le test, ça veut dire le retest. Et donc le directeur de la technologie, il est schizophrène. D'un côté, il faut qu'il raisonne agile, et de l'autre côté, il faut qu'il raisonne fiabilité, test et en permanence. Et puis le troisième pilier, c'est le symbole de l'empreinte, de l'objectif de Paris 2024. C'est comment la technologie va s'inscrire dans les objectifs d'innovation, de transmission, d'héritage, comment on va engager la population pour faire en sorte qu'on dépasse le territoire de l'Île-de-France et qu'on aille dans le monde entier. Et donc c'est derrière tous les projets dès aujourd'hui, les projets numériques, les projets de Club 2024 dont vous avez sûrement entendu parler. Et puis c'est aussi comment on supporte, je dirais, on l'a évoqué tout à l'heure, notre objectif qui est pour la première fois aux Jeux Olympiques avec un objectif de neutralité carbone. Et donc comment la technologie, et je ferai un zoom tout à l'heure, qui est par essence très consommateur en carbone, comment mon activité va s'inscrire dans cet objectif. Alors c'est assez paradoxal parce qu'à côté je mets le mot innovation, qui est de se dire comment réfléchir à la technologie de demain, tout en respectant ses objectifs, d'autant plus qu'on sort de 2 éditions asiatiques, entre la débauche, je dirais, de moyens qu'ont mis en place la Chine par rapport aux Jeux d'hiver et ce qu'a pu mettre en place Tokyo par rapport aux Jeux d'été. Forcément, on n'allait pas souffrir de la comparaison. Donc c'est comment, justement, dans mon domaine, on s'inscrit dans cette responsabilisation numérique pour, je dirais, essayer de livrer les jeux tels que j'ai essayé de vous les décrire au début. Alors, quelques chiffres par rapport à ça. Donc, j'ai parlé du nombre de sites, finalement, de compétition. Je parle aussi du nombre de systèmes d'information qu'on appelle applications. Le nombre d'écrans, le nombre d'ordinateurs, le nombre de bornes Wi-Fi, le nombre de kilomètres de fibres. Après, il y a un sujet aussi, le nombre d'attaques cyber qu'on a eues pendant Tokyo. Et puis, évidemment, le nombre de collaborateurs. Je reviendrai là-dessus, mais juste par rapport aux attaques cyber, c'est peut-être le plus grand cauchemar, en fait. Et puis évidemment, on est complètement soumis aux aléas géopolitiques. Aujourd'hui, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est en train de lâcher des bombes à retardement numérique un peu partout. Et c'est vrai que c'est des choses forcément auxquelles on est très très vigilant. Et j'avais vu l'anecdote de mon homologue aux Jeux d'hiver de Pyeongchang, donc en 2018, où il raconte, et donc c'était la première année où il y avait l'éviction des Russes justement aux Jeux Olympiques, où il raconte que quelques heures avant la cérémonie d'ouverture, quand il voit les écrans qui s'éteignent les uns après les autres, donc ça, c'est une réalité. La question n'est pas de savoir si on va être attaqué, la question est de savoir quand et comment on va se protéger par rapport à ça. Alors on n'est pas tout seul, hein, je vous rassure, hein, Bruno, Marie-Rose, il était 2 en 2018. On s'appuie évidemment sur un savoir-faire d'un ensemble d'acteurs. Donc effectivement, l'événement, on parle des Jeux de Paris 2024, mais les Jeux Olympiques et Paralympiques appartiennent au CIO et son pendant paralympique, l'IPC. Et nous avons la délégation pour pouvoir organiser ces Jeux. Donc forcément, ils ont ce savoir-faire, cette expérience de différentes éditions des Jeux, et ils nous aident et ils nous le transmettent. Forcément, dans le domaine technologie, je n'ai pas vocation à recréer une expertise pointue dans le domaine des télécoms. Donc on va s'appuyer sur des partenaires qui vont amener leur savoir-faire. Aussi bien sur le système d'information, on a des partenaires, on va dire, du CIO qui sont là de jeu en jeu, comme Atos, comme Omega pour le chronométrage, comme Panasonic pour l'audiovisuel. On a, et j'en reviendrai, un gros partenaire qui s'appelle Alibaba et qui fournit des capacités cloud. On a Samsung pour tout ce qui est device mobile et Intel pour tout ce qui est drone et objets 3D, et puis un certain nombre de partenaires nationaux. Alors ce qui est clair, c'est que le directeur de la technologie, notamment sur la colonne de droite, il se transforme sur les premières années en super commercial, aller vendre le projet olympique, essayer de persuader, on va dire, des grandes directions générales d'investir dans ce projet
qui est clé, parce que tout seul, je ne peux pas y arriver. Et donc, on a besoin d'avoir de nouveaux partenaires. Et puis là-dessus, en face, on a aussi nos partenaires publics. Je vous ai cité l'anecdote du risque d'engorgement des fréquences lors de la cérémonie. C'est pour ça qu'on travaille avec, par exemple, l'Agence nationale des fréquences, qui va être en charge, je dirais, de négocier la libération de fréquences militaires pour pouvoir s'assurer qu'on puisse, je dirais, régler un certain nombre de caméras de télévision sur ces zones un peu particulières, parce que, évidemment, il y aura un engorgement. C'est aussi l'ARCEP qui va pouvoir autoriser un certain nombre de fréquences en avance de phase. Je vous donne juste un exemple par rapport à cette anecdote. On a beaucoup parlé de la 5G d'un point de vue politique. On sait juste que de notre côté, l'utilisation de la 5G en 2024 est juste incontournable pour répondre à un certain nombre de défis technologiques. Alors comment pouvons-nous avoir un certain nombre d'autorisations techniques en avance de phase, je dirais, de l'autorisation politique qui pourra en être faite? C'est clair que c'est des choses on a besoin de travailler avec l'État directement. L'ANSSI, l'Agence nationale de sécurisation des systèmes d'information, qui est juste clé par rapport à ça. Hein. Alors ils sont un peu occupés sur les hôpitaux en ce moment, mais c'est clair qu'on travaille la main dans la main avec eux, et c'est clair que c'est devenu un enjeu majeur là-dessus. Et alors la DIGOP, sans rentrer dans les détails, c'est le groupement des ministères, parce que c'est pas évident d'arriver à mobiliser les différents ministères, donc avoir un interlocuteur unique, c'est important, et on aura pour les transports tout ce qui est Île-de-France Mobilité, qu'on espère avoir un peu plus que simplement en tant que pseudo-acteur public. Donc c'est juste un exemple de cartographie pour dire on n'est pas tout seul, donc on doit animer tout un réseau, tout un écosystème, arriver à faire converser tout le monde. Le lundi, quand vous avez une réunion, comme je vais avoir la semaine prochaine avec la patronne d'Orange, arriver à avoir un discours privé-business, et puis le lendemain, quand vous avez une réunion avec les deux préfets, et il faut parler le langage d'État avec un code différent. Donc il faut savoir s'adapter aussi à ce niveau, parce que tout le monde doit travailler dans le même sens. Alors les agendas à ce stade-là sont un petit peu différents, donc il faut arriver à les décrypter, les rassembler, et puis avancer tous ensemble. Donc voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas faire peur, mais un des autres enjeux qu'on a mentionné aussi tout à l'heure sur le numérique responsable, c'est vraiment une réalité au sens où, dès le démarrage du projet, et notamment du projet technologique, nous nous sommes donné des objectifs ambitieux en termes de consommation carbone que nous avons mesurés en amont et qui seront effectivement mesurés en aval par rapport à tout ce qui sera mis en place. Aujourd'hui, on estime que TEC, qui est le nom de mon département technologie, représente 7%, on va dire, de la consommation carbone de l'ensemble des jeux, et y compris, pour les mauvaises langues, l'organisation des épreuves de Tahiti, et y compris le transport des spectateurs. Donc voilà, et on a un certain nombre d'initiatives autour du numérique responsable, avec, encore une fois, cette schizophrénie de se dire, d'un côté, c'est un événement mondial, on va avoir des gens qui vont se connecter sur nos assets numériques du monde entier. Et donc on veut forcer, je dirais, on veut favoriser cette connexion, ce développement des réseaux sociaux. Puis en même temps, on veut ne pas aller faire fondre la banquise avec l'ensemble des activités cloud qu'on aura un peu partout. Et comment on trouve le juste milieu entre les deux? Donc c'est la réflexion permanente, arriver à convaincre d'un côté, arriver à convaincre de l'autre pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Là, c'est une partie un peu... Alors c'est l'innovation. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans l'innovation, qui sera sur ce troisième pilier, moi, mon objectif, c'est ce que j'appelle l'innovation utile, c'est-à-dire comment on va faire de l'innovation au service des objectifs de Paris 2024. Il y aura forcément des initiatives, on va dire, d'innovation par nos partenaires, et c'est normal. Nos partenaires, comprenez sponsors, investissent dans la communication sur les anneaux olympiques, et donc forcément, ils vont démontrer leur savoir-faire de demain pour pouvoir conquérir de nouveaux clients. Mais nous, côté Jeux Olympiques, on veut aller choisir les innovations qui vont nous aider, ne serait-ce qu'à rentrer dans nos contraintes budgétaires. Je pense que vous avez entendu en ce moment, on a quelques petites difficultés qu'on va résoudre. Mais aussi mieux opérer et comment faire mieux avec moins et aller un cran plus loin. Et forcément, l'innovation
joué un rôle important. On a distingué 3 axes majeurs qui est la première, maximiser, sublimer l'événement en tant que tel avec ce qu'on appelle l'expérience de fan, quelle expérience on va amener aux spectateurs. Et à droite, c'est l'athlète, parce que je dirais indépendamment des complexités financières, indépendamment des arbitrages, la priorité, c'est de mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles d'expression sportive. Et à un moment donné, qu'on se pose plein de questions, on est sollicité dans tous les sens et on doit se dire on doit aller à gauche, à droite, c'est vraiment l'objectif. Sans compétition sportive, il ne se passera rien aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc au milieu, du coup, on se dit il y a sûrement des innovations qu'on est en train de regarder pour pouvoir justement mieux opérer les Jeux. Pour la première fois, par exemple, on va mettre en place un système d'information géographique qui va pouvoir cartographier l'ensemble des sites dans lesquels on pourra positionner les volontaires, on pourra partager ces informations avec tout le monde, par exemple. C'est pas forcément révolutionnaire, mais l'innovation passe aussi par rapport à des dernières technologies appliquées dans un contexte nouveau qui fait que derrière, tout le monde puisse en profiter et avoir directement des résultats. Et puis un autre sujet que je n'avais pas prévu au départ. Vous avez tous entendu parler récemment de la notion de souveraineté numérique. Je vais juste vous donner le contexte. Quand vous avez un partenaire sponsor des Jeux qui a une catégorie cloud, qui est l'hébergement des données et qui s'appelle Alibaba, quand vous avez un président de la République qui prend la gouvernance de l'Europe et qui dit la souveraineté des données européennes est une priorité de mon mandat, et que vous êtes les Jeux Olympiques et que vous vous trouvez entre les deux, qu'est-ce que vous faites ? Et donc ça a été un gros travail, je dirais, de 6 mois, de mettre tous les acteurs autour de la table. Et finalement, on a trouvé une solution technique qui remplit l'ensemble de ces conditions. Mais voilà, c'était pas prévu, on a un peu mouillé la chemise. J'aurais préféré faire de l'innovation, 5G, paillettes, mais voilà. Et en discutant avec l'ensemble de ceux qui ont déjà vécu l'organisation des Jeux Olympiques, c'est juste incontournable, il y a toujours des imprévus. Et je m'estime, à date, chanceux par rapport à mon homologue de Tokyo qui a juste vécu une pandémie et un report d'1 an. Donc voilà, je touche du bois. Et puis, ce que je n'avais pas prévu aussi, c'est en tant que, je dirais, manager d'une équipe, c'est que même sur 6 ans, je vais vivre une transformation majeure. Jusqu'à présent, nous sommes dans, je dirais, la préparation des opérations avec des équipes qui s'occupent du système d'information corporate, etc. Et à partir de l'année prochaine, on devra mobiliser l'ensemble des équipes pour opérer les Jeux. Donner un exemple, la personne que qui est là aujourd'hui pour, on va dire, développer un système d'information ERP, qu'est-ce qu'il va faire pendant les Jeux ? Et c'est là que vous rentrez dans les problématiques RH. Je vais pas me séparer de cette personne si j'ai pas besoin d'elle quelques jours avant la cérémonie d'ouverture. C'est juste pas pensable. C'est juste pas pensable. Elle est là depuis le début de l'aventure, etc. Et donc nous sommes déjà dans tout un travail de transformation des compétences pour que l'ensemble de mes équipes puissent développer des compétences pour opérer les Jeux. Et c'est un vrai travail de formation, et c'est jamais simple, c'est anxiogène, les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire, donc il faut les accompagner, les projeter. On a tout un travail d'observation, on les a envoyés voir ce qui se passait à Tokyo, les grands événements, pour que progressivement ils puissent se mettre dans une situation d'opérer pendant les Jeux. Je dirais, projet technologique. On retrouve, si vous vous rappelez de vos cours à l'INSA, coût, délai, qualité, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il y a juste une chose dont je suis certain, c'est que le délai. Le 26 juillet, je ne veux pas aller négocier en disant est-ce qu'on peut faire la cérémonie d'ouverture le 27 parce que je ne suis pas prêt. C'est juste pas possible. Et donc forcément, il faut travailler sur les autres axes. Et voilà, donc on rentre un peu dans cette phase un peu compliquée qui est... on a imaginé beaucoup de choses et c'est bien parce que c'est ce qui nous donne l'ambition et comme le dit Tony Lestanguet, notre président, et d'ailleurs on est beaucoup de sportifs à avoir fait du très haut niveau dans le comité d'organisation, on cherche cette performance un peu ultime
Et là, on rentre dans la phase où la faisabilité va un peu prendre le pas, il faudra commencer à faire des premiers choix, mais ce qui est clair, c'est que notre ambition va rester toujours la même, essayer de faire de Paris la meilleure édition des Jeux qui ait jamais eu lieu, et voilà, et on compte aussi sur la ferveur populaire, parce qu'on ne va pas y arriver seul, quoi. Donc, relayez notre message et venez nous aider, et rendez-vous le 26 juillet 2024. Merci. Merci Bruno. C'est plus que passionnant, là. D'un seul coup, on descend sur Terre en se disant nom d'un chien. Oh là là. Il y a certaines nuits, ça doit être chaud. Bon. Donc, je vous propose maintenant de passer à la phase... la parole est à vous, hein. Allez-y. Donc, posez vos questions concernant l'INSA et ces différentes organisations qu'on vient de vous présenter, et puis Paris 2024. Régis Boutin, donc INSA 62. J'ai été un peu surpris par une remarque. L'ingénieur INSA, un philosophe en action, avec peut-être un point d'interrogation à la fin. D'abord, je parlerai de l'INSA, mais surtout de l'ingénieur. L'ingénieur est efficace parce qu'il applique des méthodes rigoureuses, et c'est la raison pour laquelle les ingénieurs dans le monde ont complètement transformé par leurs actions le monde en question. Pour moi, je pense que au lieu de philosophe en action, c'est l'ingénieur utilise la philosophie de l'action, c'est-à-dire qu'il croit qu'il peut transformer le monde par ses actions. Bien, alors déjà je vais préciser quelque chose, parce que quand j'ai dit cher ingénieur INSA, philosophe en action, j'ai oublié le sous-titre. D'accord ? Et le sous-titre est important. Tu vas voir, le sous-titre, c'est agir de manière responsable. Donc on est bien effectivement dans la question qui consiste à dire effectivement l'ingénieur agit, et il agit en particulier pour porter les progrès technologiques, c'est quand même la base du métier d'ingénieur, mais son esprit philosophe le conduit à agir de manière responsable, c'est-à-dire en particulier de ne pas agir uniquement pour la beauté du progrès technologique, mais en se posant la question du sens pour la société et de l'intérêt de ce progrès technologique. Et c'est tout le questionnement, effectivement, de cet ingénieur philosophe en action. Il agit bien, mais son esprit philosophie, alors la philosophie c'est quoi? C'est en particulier la sagesse, d'accord, le conduit à se poser la question de savoir si le progrès sur lequel il est en train de travailler et qu'il va contribuer à développer et à appliquer est finalement quelque chose de bon ou pas pour la société. Donc on est effectivement sur une dimension qui est tout autre que celle de la technologie pure. Alors je ne sais pas si je réponds à la question, mais on est bien sur une question de se dire effectivement je suis porteur de la technologie et je suis acteur de cette technologie, je suis acteur des applications de cette technologie, et en tant qu'ingénieur philosophe, je ne me dispense pas de savoir si ce que je fais avec cette technologie est bon pour la société et le monde en général. Oui, donc Alain Lucas, GMC 92. Donc par rapport à toutes les organisations qui ont été mises en place, là, enfin, moi j'ai trouvé que bon, c'était très bien, mais comment vous faites le choix? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se regroupent ou qui se chevauchent par rapport aux dons, par rapport aux actions, par rapport aux entreprises, par rapport aux actions, par rapport aux adhérents ou aux anciens INSA. Comment vous faites le choix? Ou c'est le premier qui trouve, entre guillemets, la bonne filière qui l'exploite? Ou est-ce qu'il y a un comité qui choisit, on a eu telle proposition, c'est l'INSA Lumineux, c'est INSA Valor, c'est qui va la prendre en charge? En fait, c'est assez univoque. L'INSA opère la formation et la recherche. L'interface avec les entreprises,
c'est un service. Mais dès lors qu'on a une activité contractuelle de la recherche à l'intention des entreprises et financée par les entreprises, c'est la filiale qui intervient. La filiale, c'est le facilitateur qui parle le langage des entreprises parce que c'est une entreprise qui gère avec les règles des entreprises. Et donc, la filiale de valorisation contractualise avec l'entreprise et gère le déroulement du contrat de recherche. Et de ce point de vue-là, finalement, ce sont des entrées qui sont assez univoques. Est-ce que c'est déjà un élément de réponse à la question posée? Voilà. Donc, si on simplifie, on a des objets qui sont réellement adaptés à la fonction, quelque part optimale, que l'on recherche. La fondation, son objectif, c'est de travailler aussi avec les entreprises, mais non pas dans une logique de contrat de recherche avec une finalité définie et un bénéfice direct pour l'entreprise qui finance. La fondation, c'est aussi une façon de valoriser les expertises de l'INSA pour un objectif qui est un objectif, quelque part, d'intérêt collectif. On agit plutôt au travers du, je vais dire, pour le bien commun, au travers d'un projet qui est un projet de longue haleine, qui n'est pas forcément un projet de recherche sur un sujet très déterminé, mais plutôt une coopération structurée dans le temps, sur quelque chose qui, évidemment, intéresse l'entreprise, mais adresse des questions de connaissances générales, des questions également de savoir-faire qui intéressent à la fois l'entreprise pour les applications possibles, mais également le laboratoire de recherche pour les progrès de la connaissance. Et c'est cette dimension qui fait qu'une entreprise vient nous voir pour nouer un partenariat sur la durée. C'est 5 ans, une chaire. Elles sont renouvelées actuellement. Il y en a beaucoup qui sont en cours de renouvellement. Donc, c'est 10 ans de partenariat avec un engagement financier fort où on fait progresser à la fois la connaissance et la mise en œuvre de la connaissance au sein de l'entreprise. Pour distinguer ce qui relève de la filiale de ce qui relève de la fondation, par exemple. Je ne parle pas du mécénat direct, où là, ce sont des aides qui permettent de, par exemple, je prends l'exemple de la crise sanitaire, parce qu'il est assez emblématique, on l'a vécu avec Daniel. Formidable mobilisation de la communauté INSA Lyon. Dans l'urgence de la crise sanitaire, des besoins non couverts pour nos élèves qui se trouvent, les élèves internationaux, dans des situations de précarité extrême, parce que plus de financement, parce que difficulté impossibilité de voyager, des élèves français bloqués géographiquement, parfois avec des situations familiales très très compliquées. Et là, la Fondation organise avec les alumni une collecte de fonds auprès de la communauté des INSA, qui répond formidablement bien et qui nous permet en quelques semaines de pouvoir répondre à ce besoin d'urgence. Et ça, la Fondation, elle est exactement pensée pour ça. Elle sait faire des levées de fonds, elle défiscalise, elle sait s'adresser à un public très large, elle sait aussi s'adresser aux entreprises. Voilà, donc on a des objets qui sont tout à fait spécialisés par rapport à toutes les fonctions qu'on peut avoir. Est-ce que ça répond un petit peu à l'articulation ? Si je peux juste compléter ce que Frédéric vient de dire, on travaille aussi tous ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas chacun dans notre coin, on a une véritable communauté qui travaille ensemble. Je vous ai parlé très rapidement de Valodrec, qui est un exemple de ce qu'on fait. On se voit très souvent, on a une démarche collective vers le monde socio-économique et effectivement, on est des outils. Donc les outils sont propres à chaque action, mais on a une vraie cohérence, une vraie coordination. Et c'est pareil avec les alumni, on travaille avec les alumni tous, on est au Business Angel, voilà, on est vraiment sur cette communication collective avec le même objectif. Juste pour rajouter rapidement, c'est important que vous compreniez qu'il y a une vraie logique de dynamique entre ces 3 pôles, la fondation, l'école et INSA Valor, et les alumni. Pourquoi ? Parce que c'est légitime, quand on est un ancien, de revenir aider, voire financièrement, l'école à travers la fondation. Et la fondation, dans sa mission que Frédéric a évoquée, a un rôle clé à jouer dans le contact avec les entreprises.
Donc, c'est véritablement le statut d'une grande école comme l'INSA d'avoir ces 3 pôles. Oui, bonsoir. Alors, Nicolas Dauphin, GCU 2002. Pour le coup, question pour Bruno. Déjà, bravo pour le parcours. Et puis, surtout le défi qui reste à relever, parce que j'ai été vraiment bluffé. Et c'est un peu l'objet de ma question. Je me suis demandé, justement, en tant que, pour le coup, ingénieur, en tant qu'ingénieur, comment tu arrives à prendre du recul pour ne pas te laisser emporter, on va dire, par le quotidien et justement peut-être rester dans une vision très technique des choses, sachant que j'ai vu que voilà, tu couvres pas mal de paramètres. Et peut-être la question associée aussi, c'est on est des humains, et comment se préserver. Enfin, est-ce que tu as des astuces? Est-ce que tu... Même si les athlètes on dit que c'est des surhommes, mais bon. Non, enfin, tout à fait, je pense, et c'était un peu l'objet peut-être de ce que j'ai pu transmettre tout à l'heure avec les sportifs de haut niveau. Je m'inspire beaucoup du parallèle entre le monde du sport et le monde entre le sport et le monde de l'entreprise. Effectivement, déjà, d'un point de vue purement santé, c'est juste indispensable d'arriver à faire du sport. C'est juste indispensable, ne serait-ce que pour des raisons de santé. Puis en même temps, sur le parallèle dans le monde de l'entreprise, c'est aussi des méthodes de management au quotidien. C'est savoir que dans un projet aussi exaltant tel qu'il est actuellement, c'est gérer des temps forts, gérer des temps faibles. Aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est de forcer les gens à prendre des congés. Parce qu'on est dans un projet tellement passionnant que les gens, si on les écoutait, ils livreraient les jeux en 2022, quoi. Et et donc il y a une vraie problématique de management au quotidien, inspiré du sport, les temps forts, les temps faibles. Tout à l'heure, j'expliquais aussi toutes ces logiques de feedback qu'on peut... Alors, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en train de développer le concept, mais c'est des choses qui sont natives dans le monde du sport. Quand je faisais des séries de 100 mètres à l'entraînement, si l'entraîneur me disait pas si j'avais bien passé le bras ou si j'avais bien monté le genou, je disais mais qu'est-ce qui se passe? Tu me fais la gueule? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est des complexités un peu dans le monde de l'entreprise où souvent du feedback en cycle court, ça peut être perçu comme une critique. Et puis et donc on s'inspire du sport, les gens sont prêts. Alors j'ai envie de dire, c'est peut-être des pratiques managériales peut-être faciles parce que les gens qui rentrent dans un projet comme ça, ils savent pourquoi ils viennent. Et donc moi en tant que manager, je sais que j'ai un terrain qui est facilité. Et donc, je ne sais pas si j'ai une réponse directe, mais je m'inspire beaucoup et on est beaucoup d'anciens sportifs à ce comité d'organisation où on s'inspire. Et c'est vrai que c'est aussi des théories que j'ai pu développer de par ma carrière, faire la passerelle entre les deux. Alors, c'est souvent que du bon sens, mais c'est vrai que l'avoir vécu sur le terrain dans un espace-temps raccourci avec des besoins de performance sur l'échéance d'après, quand on essaie de le transposer sur des échéances un peu plus long terme, il y a forcément des clés un petit peu différentes, mais le concept globalement est le même. Moi, j'ai une question pour Bruno dans la foulée. Dans le sport de haut niveau, on a l'habitude de voir des coachs. Il y en a aussi dans l'organisation? En fait, j'ai parlé du mot manager, mais en fait, on se sent coach. On se sent coach. On est sur des hiérarchies entre guillemets assez aplaties et voilà. Enfin, je sais que moi, je m'astreins à avoir un déjeuner avec chaque promotion de stagiaires qui arrive et puis c'est du donnant-donnant. Le coach, c'est s'inspirer de cette jeunesse passionnée. C'est juste rafraîchissant. Alors, on leur transmet des clés. Mais en même temps, c'est juste essentiel. Donc, on est coach au quotidien, mais surtout, on est des coachs apprenants par rapport à ce que les autres nous transmettent. Oui. Bonjour, Agop Wanessian, je suis de EN 62. Et ensuite, je suis sorti, je suis revenu à l'INSA pour enseigner en génie électrique. Bon, on a parlé notre ami Louis André a parlé effectivement de l'ingénieur philosophe, mais bon, l'ingénieur humaniste, c'est ce que le recteur Capel nous avait inculqué dès notre entrée, quand nous sommes arrivés en 58, avec mon ami ici. Et donc, c'était
des grandes particularités de l'INSA. Une deuxième particularité, c'était l'international. On n'en a pas parlé beaucoup. L'international, et donc c'était le départ des étudiants à l'international, l'accueil des étrangers également, les différentes Asinsa, Eurinsa, Asinsa, puis Amirinsa, à laquelle j'avais participé d'ailleurs à la création. Et je me demande, depuis 2 ou 3 ans, avec le Covid, qu'est devenu cet international, comment ça a évolué, parce que notre idée, quand je me suis occupé de l'international, hein, vous le savez, eh bien, c'était d'essayer d'avoir 100% des élèves qui partent au moins 6 mois. Et là, maintenant, je me demande, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous gérez ça? Voilà. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'objectif est atteint. Puisque 100% des élèves ont une mobilité longue, et la majorité étant effectivement une mobilité d'au moins un semestre. Donc ça, l'objectif est atteint. L'atteinte de cet objectif interroge la question de l'accueil. Parce que dans l'international, on parle d'échanges internationaux. On a à peu près 1 millier d'élèves, un peu moins, à peu près 1 millier d'élèves en mobilité tous les ans. On en accueille aussi. On en accueille moins en mobilité, mais on accueille beaucoup d'élèves internationaux. Je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, on a à peu près 28% d'étudiants internationaux à l'INSA. 83 nationalités à la rentrée parmi les promotions. Donc, effectivement, une école très internationalisée. Toutes les filières que vous avez évoquées continuent d'exister, parfois avec moins de facilité de recrutement, bien entendu, la fermeture de l'Asie ou la fermeture de l'Amérique du Sud. Bon, effectivement, du fait de la crise sanitaire, du fait de choix politiques ou géopolitiques, je n'y reviens pas, mais nous avons effectivement des fluctuations. Ce qui caractérise l'INSA, c'est le fait que nous avons des apprenants internationaux qui nous rejoignent en première année et qui font tout leur cursus à l'INSA. Lorsqu'on parle de mobilité internationale, on parle encore d'autre chose. On parle d'accueillir des élèves sur des temps plus courts, 1 semestre, 1 année, 2 années, si c'est du double diplôme. Et donc, ce qui se développe beaucoup, ce sont des mobilités qui permettent quelque part d'échanger ces créneaux de mobilité avec les institutions partenaires. On a quasiment 200 partenaires dans le monde, 200 institutions partenaires. Et donc, on développe des accueils sur des semestres. Pour les universités anglo-saxonnes, si la formation est en français, c'est un peu problématique. Donc, on développe en même temps de la formation en anglais. Donc, on a beaucoup développé la formation en anglais dans les cursus. Cette année, on initie même une offre tout à fait particulière, qui est une proposition de semestres internationaux, tout à fait en anglais, 100% en anglais, mais qui correspondent à des blocs dans différents départements, pour aborder des thématiques, pour aborder des enjeux que j'évoquais tout à l'heure. On développe aussi des universités, des écoles d'été. Donc, on accueille sur des cycles courts, sur quelques semaines, des étudiants internationaux. Donc, on a multiplié les modalités pour permettre d'avoir davantage d'internationaux en échange qui nous rejoignent et permettre que nos élèves aient des places dans l'ensemble des institutions dans lesquelles ils veulent effectuer leur mobilité. Et je finis par un tout petit sujet, c'est que, comme les JO 2024, on a une vraie question de responsabilité et d'impact carbone de l'établissement, et qu'aujourd'hui, par exemple dans le département génie environnemental, c'était que lui, on a mis en place un pass carbone qui permet aux élèves d'être sensibilisés à l'impact de leur mobilité internationale et de veiller à ce que ces mobilités se traduisent quand même par des impacts carbone raisonnables. Donc pour avoir, on boucle sur la question de l'ingénieur humaniste responsable. Être responsable, c'est aussi ne pas partir en Australie pour 2 semaines, par exemple. Pour 6 mois, c'est concevable. Pour un petit mois, ça se discute. Voilà, c'est ce genre de sujet. Donc oui, l'international est toujours en effet extrêmement développé à l'INSA. Bonsoir, Thibaut Fayard, IF Promo 2024. J'ai une question concernant Paris 2024. Déjà, le travail qui a été fait et qui reste à faire est formidable et inimaginable. Est-ce que vous avez envisagé de rendre le travail réutilisable ? Oui, et c'est derrière, on va dire, la stratégie d'héritage.
Je prends un exemple précis. On doit développer, par exemple, un système d'information pour la formation, on va dire, des volontaires et du monde sportif. C'est un travail qu'on démarre tout de suite de manière conjointe avec le comité national et olympique sportif français pour que derrière, ces travaux puissent être étendus et repris dans l'ensemble des fédérations. D'un autre côté, un certain nombre de travaux qu'on mène. Moi, j'ai une réunion avec l'ensemble des directeurs des Jeux technologiques des Jeux Olympiques de Milan et de Los Angeles. Donc il y a aussi côté CIO ce qu'on appelle de la mutualisation, de dire ce qui sera fait sur Paris, entre guillemets les bonnes idées, comment les réutiliser. Ou à l'inverse, des choses qui vont être faites à Milan, comment on peut un peu les avancer pour... Donc oui, c'est pensé, il faut comprendre, au-delà de l'aspect carbone qui est un enjeu réel, c'est aussi le CEO lui-même a un objectif quelque part de limiter ou de maîtriser le gigantisme des jeux tel qu'il a pu apparaître. Et donc il y a vraiment une stratégie, ce qu'on appelle New Norm, de mutualisation et de contraindre, entre guillemets, au sens positif du terme, les jeux à taille humaine, ne serait-ce que pour avoir encore des villes candidates, etc. Donc oui, il y a des initiatives locales, on va dire, d'héritage, y compris dans la technologie. Et c'est un point qu'on met en place dès le départ. On limite ce qu'on appelle l'overlay, c'est-à-dire des choses qu'on met et qu'on enlève. Donc comment on a toute une stratégie, on va dire, entre guillemets, de sous-traitance avec les opérateurs locaux, l'utilisation de leurs technologies existantes. On a l'avantage en France d'avoir... voilà, on ne va pas retirer des câbles au Groupama Stadium. On a un stade flambant neuf. Voilà, donc comment on va travailler avec le stade, les opérateurs du stade pour que ce match de football soit, je dirais, un Ligue 1+ correspondant je dirais, aux exigences des Jeux Olympiques. Donc tout ça est pensé dès le départ dans notre stratégie et l'héritage, c'est un élément clé. Paul Merle, GP62. Je voudrais avoir une autre question sur la formation. Vous avez dit effectivement qu'il était nécessaire de faire évoluer cette formation pour répondre aux objectifs actuels, mais et en particulier concernant le premier cycle qui est devenu formation initiale au métier d'ingénieur, quelle est l'idée directrice qui sous-tend l'évolution des programmes de ce premier cycle ? Alors, vous êtes très informé, c'est très important. L'évolution de la formation, elle démarre concrètement. Les nouveaux programmes en FIMI 1 cette année, mais je vais en dire un mot, on peut le dire rapidement. On ne pouvait pas imaginer transformer la formation pour répondre à l'urgence climatique en particulier, et j'allais dire à la société numérique responsable, parce que ce sont les deux volets, les enjeux socio-écologiques d'un côté, les enjeux numériques responsables de l'autre, qui sont intégrés de façon beaucoup plus prégnante qu'ils ne l'étaient déjà, en fait, ils étaient déjà présents dans la formation. Donc ça, c'est la ligne directrice principale. Et ça commence en première année, mais en parallèle, ça commence aussi à se développer dans les départements, puisque l'objectif, c'est de former de façon de plus en plus marquée les ingénieurs INSA comme des ingénieurs parfaitement compétents pour aborder les transitions dans les entreprises et pour faire opérer les transitions aux entreprises, aux organisations qui les accueillent. Donc ça, c'est la ligne directrice. Comment ça se traduit ? Ça se traduit de façon intelligente, parce que je pense, et je le dis ici, parce que ça avait aussi démarré avant même mon arrivée ici, ça a été fait de façon sérieuse, ça a été fait de façon profonde, et ça a été fait de façon collective. Concrètement, l'idée n'est pas de saupoudrer sur la formation quelques compétences nouvelles, c'est à la fois une ambition double, c'est à la fois d'introduire de nouveaux contenus qui permettent d'appréhender les problématiques extraordinairement complexes liées aux enjeux de transition, on appelle les enjeux socio-écologiques, qui nécessitent des approches, je l'évoquais, interdisciplinaires ou transdisciplinaires. On ne peut pas aborder, par exemple, des sujets comme l'acidification des océans, sans faire évidemment de la physico-chimie, mais faire aussi de la thermique, des échanges gazeux, de la mécanique des fluides, le couplage avec le vivant et la biologie, le couplage avec les éléments climatiques, les modèles à grande échelle,
le multi-échelle, etc. Donc, aborder les enjeux nécessite des approches pédagogiques complètement renouvelées qui amènent les collègues, qui sont des experts de leur discipline, les enseignants-chercheurs que vous avez connus et leurs successeurs, à travailler ensemble sur ces problématiques complexes. Et ça, c'est en soi un premier défi. Le deuxième défi, c'est d'arriver à maintenir, c'est une évidence, on ne le dit pas, mais à maintenir un très haut niveau de formation dans l'ensemble des disciplines de base. Pour faire très simple, on n'a pas besoin de moins de mathématiques, on a besoin toujours de beaucoup de mathématiques, peut-être même davantage, et de probablement mieux de mathématiques. Parce que la dimension modélisation par rapport à ces enjeux est majeure. On a besoin de numérique, on a besoin de compétences informatiques à un cran supérieur à ceux qui étaient dispensés dans l'ensemble, je ne parle pas du département de spécialité, mais dans l'ensemble des formations. Donc tout ça nécessite à la fois d'introduire de nouveaux modules, de nouveaux contenus de formation, et donc de former les enseignants par parenthèse à le faire, mais également de renforcer la contextualisation des enseignements scientifiques de base par rapport aux enjeux qui sont évoqués. Donc on est très pudique, on est très modeste, donc on dit que c'est une évolution de la formation. La réalité, c'est que c'est une révolution. C'est une révolution parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, l'urgence climatique absolue à laquelle nous sommes confrontés, la nécessité d'accompagner une mutation accélérée à un rythme que l'humanité n'a juste pas connu jusqu'ici, nous amène à une démarche extrêmement profonde, extrêmement structurée, extrêmement réfléchie. Et je me permets de le dire devant vous, l'INSA Lyon, dans cette dynamique-là, a joué un rôle et continue de jouer un rôle assez pionnier, parce que vous avez tous probablement entendu parler du rapport Jouzel commandé par la ministre pour irriguer la réflexion de l'enseignement supérieur et accélérer les mutations. Le rapport Jouzel n'était pas commandé que nous avions, nous, engagé la mutation. Voilà. Donc on a une échelle de temps. Alors, gagner 2-3 ans, ça peut paraître tout à fait futile. Je pense que pour l'organisation des JO, ça n'est pas. 2-3 ans, c'est vraiment un temps. Mais je pense que par rapport à l'urgence climatique, c'est aussi quelque chose. Voilà. Bonjour, Sandrine Courteau, IF 2002. J'avais une question concernant la mixité. Donc, vous avez parlé du pourcentage d'étudiantes qui est plus élevé. Quel est ce pourcentage au niveau des équipes d'enseignants et au niveau des directions de département? Alors, c'est une excellente question. On a beaucoup mieux réussi la féminisation des promotions que celle des personnels et j'allais dire encore mieux des équipes dirigeantes. Enfin, encore pire, des équipes dirigeantes. D'abord, j'ai cité ce chiffre, 45% de jeunes femmes dans la promotion qui nous a rejoint à la rentrée. C'est une progression qui s'est accélérée ces dernières années. Alors, le nouveau baccalauréat a un peu infléchi la tendance l'année dernière. Donc, ça a marqué le pas. On a vraiment besoin de s'approprier aussi cette question-là, comme la question des choix genrés, des doublettes de spécialité au baccalauréat. Pour faire simple, la doublette maths-physique, qui est évidemment la doublette de référence pour recruter des élèves dans les écoles d'ingénieurs, est une doublette très genrée, je me permets d'ajouter, socialement très discriminante. En d'autres termes, une majorité de garçons et une très petite minorité d'élèves issus de milieux sociaux moins favorisés. Alors, par rapport à votre question, lorsqu'on féminise, évidemment, on a un recrutement tous les ans sur les élèves. C'est beaucoup plus lent sur le corps professoral. Je rappelle qu'on recrute des gens pour une carrière qui dure 40 ans à peu près. Et donc, il y a une forme d'inertie. Mais nous avons cette attention particulière. En particulier, je le dis aujourd'hui, on a des mesures d'accompagnement pour favoriser, voire accélérer la carrière des femmes enseignants-chercheurs dans l'établissement. On a aussi, je précise évidemment que la discrimination positive n'est pas une option, c'est juste absolument interdit dans des concours de fonctionnaires, dans les recrutements. Néanmoins, il y a des mesures comme la mixité de tous les jurys de recrutement, en visant une forme de parité autant qu'elle est possible en fonction des champs disciplinaires, de la représentation des femmes dans les champs disciplinaires.
on a une attention particulière également à favoriser la prise de responsabilité. Donc aujourd'hui, nous avons des directrices de département. C'est probablement là qu'on a finalement le plus progressé. Mais effectivement, au fur et à mesure que l'on monte, on va dire dans la hiérarchie universitaire, dans les carrières, effectivement, c'est de moins en moins féminisé. Et alors, je n'ai pas les pourcentages que vous me demandez sur les enseignants. Il faut les regarder par discipline. Nous avons aussi, je dois le dire, une attention particulière à l'avancement des carrières des femmes pour avoir des professeurs femmes. Et c'est effectivement très important. Et alors le pire de tout, je garde le pire pour la fin, c'est la composition de l'équipe de direction de l'établissement, donc quelque part sur laquelle je pourrais dire que j'ai la main, sauf que moi je suis arrivé et j'ai conservé l'équipe de direction dans la situation dans laquelle elle était. J'ai reconduit toutes les directrices et tous les directeurs politiques. Nous n'avons qu'une directrice de la recherche, Marie-Christine Bayetto. Elle est tellement brillante que... Non, mais voilà, tout ça pour dire que c'est un sujet qui est pris très sérieusement dans l'établissement. C'est travaillé par l'Institut Gaston Berger, qui est la structure qui travaille vraiment. Alors Gaston Berger a ce modèle propre à l'INSA, à la fois d'ingénieur humaniste, mais aussi d'ouverture à toutes les diversités. Et nous travaillons, nous réfléchissons beaucoup aux façons d'améliorer nos pratiques. Je pense que vraiment, sur la féminisation des promotions, l'INSA est la seule école d'ingénieurs, la seule en France, qui est progressée de 15 points sur le pourcentage de jeunes filles, en 10 ans, de 15 points sur le pourcentage de jeunes filles dans les promotions. Parce qu'on sans faire de discrimination positive, on a mis en place un processus au niveau du recrutement qui permet de valoriser les qualités des jeunes filles, en particulier la régularité dans l'effort, plutôt que la performance instantanée au baccalauréat, typiquement. Voilà. Mais c'est un sujet sur lequel on est effectivement très, très mobilisé, vous l'avez compris. Alors je ne résiste pas à ce plaisir d'ajouter un tout petit mot en ce qui concerne la vision des alumni par rapport à cette question. Il faut savoir qu'on a renouvelé une partie de notre conseil d'administration comme chaque année, comme nos statuts le veulent. Et cette année, nous avons un conseil d'administration donc de 18 membres, dont 6 membres sont des femmes. Donc 30%, c'est moins bien que les 45% de Frédéric, désolé, on est un petit peu en retard. Mais nous avons effectivement 6 membres de notre conseil d'administration qui sont des femmes, dont vous l'avez compris, une femme jeune, puisqu'elle est diplômée de 2019 en charge de la pépinière. Et pour compléter cette ouverture, y compris à l'international, puisque une de nos administratrices est en activité à Singapour. Voilà, c'était juste une petite anecdote. Michel Dehoux, GCU 72. Puis-je poser une question à Bruno concernant les budgets? Est-ce que dans les problématiques qu'il a à résoudre, qui sont extrêmement complexes, comme il s'agit en quelque sorte d'un prototype adapté au jeu de 2024, il y a des enveloppes budgétaires qui seront vraisemblablement dépassées. Est-ce que cette dimension ne pose pas des contraintes particulières à la globalité du projet? Clairement, bien sûr qu'on a cette équation à résoudre. Tout le monde est au courant, je dirais, d'un côté de l'inflation, et au-dessus de l'inflation, on a une crise de composants dans le domaine de la technologie. Enfin, je voyais un même fournisseur là en 6 mois qui me fait des plus 8, plus 10% sur du matériel. Oui, c'est clair, d'autant plus que politiquement, on ne va pas faire plus 8, plus 10% sur le prix des billets. Donc forcément, on est dans cette problématique. Alors ce que je disais par rapport au stade où on en est sur le projet, on va aussi, je dirais, devoir faire des choix par rapport à notre ambition et sûrement prioriser un certain nombre d'actions. Forcément, il y a aussi l'éclairage politique qui va rentrer en ligne de compte. Ce qui est clair, c'est que notre budget est contraint. Une fois qu'on a commencé à regarder chaque projet, on dit « Oups, est-ce qu'on a pensé à ça, ça ?»
Mais en même temps, comme je disais, on est quand même sur une organisation qui est, dès le départ, qui a conçu pour casser les silos, être agile. Et souvent, on s'aperçoit que ça donne plus de créativité pour trouver des solutions un peu différentes. Donc je ne dis pas que ça va nous aider complètement à sortir un peu de cette crise qui est compliquée, hein, c'est clair. Mais je pense qu'on va trouver des solutions. On a un gros conseil d'administration en décembre où on va annoncer la révision budgétaire. Mais forcément, il y aura aussi des choix qui vont accompagner cette révision budgétaire. Et voilà, dans le domaine technologie, je prends juste un exemple et pour finir sur cette question, rien que le domaine cybersécurité tel qu'il a été conçu dans le budget de candidature, il y a, on va dire, la candidature, son budget a dû être fait il y a 8-10 ans. Ça n'a rien à voir. Et voilà. Donc c'est comment on travaille avec l'État. Est-ce que l'ANSSI et l'État va aider aussi, parce que c'est quand même des enjeux nationaux. Donc voilà, on a plein d'idées. Maintenant, on va voir comment on va les assembler par rapport à cette révision budgétaire. Merci Bruno. Je vous propose juste une dernière question, parce que là on arrive au bout de l'heure. J'ai une question pour le directeur de l'INSA. On a Yves Martinez, EN62. J'ai visité tout à l'heure le département informatique qui nous a exposé leur filière de formation d'ingénieur INSA en alternance. Et je voulais savoir si vous aviez l'intention de développer ça dans tous les départements et de manière importante, parce que ça me paraît une piste intéressante. Alors, réponse courte, oui. On veut le développer dans tous les départements. Aujourd'hui, il y a 5 formations par apprentissage. On veut développer 2 choses. Les contrats d'apprentissage, donc développer la formation par apprentissage dans tous les départements et permettre que tous les élèves puissent choisir l'apprentissage. Ça veut dire pouvoir devenir apprenti sur les diplômes d'ingénieur dans toutes les spécialités, dans tous les départements. Donc ça, c'est quelque chose qui est engagé. Et puis permettre aussi l'alternance sur la dernière année du cursus au travers de ce qu'on appelle les contrats de professionnalisation. On en fait assez peu à l'INSA Lyon. Dans certaines écoles d'ingénieurs, c'est 20% des effectifs. Et ça permet en fait d'avoir une forme d'alternance un peu accrue sur la dernière année du cursus. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui est dans le plan stratégique parce que ça offre des possibilités aux étudiants. Ça densifie les relations avec les entreprises. Par définition, chaque alternant et dans une entreprise, donc entre les départements et les entreprises, les liens se renforcent. C'est un modèle qui est socialement très ouvert puisque ça finance les cursus. Et puis accessoirement, mais pas accessoirement, ça finance beaucoup mieux l'INSA que l'État.